Il faut cliquer là-dessus. Non, ok. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc présents ce soir dans les locaux de DataBird avec Baptiste Crété, qui est notre invité et qui nous fait le plaisir de nous rejoindre ce soir. Bonjour à tous. Et donc, juste pour information, c'est un événement hybride. Donc, vous êtes ici en ligne, mais il y a aussi des personnes présentes en présentiel, dont la majorité sont des personnes qui suivent notre formation Data Analyst sur Paris. Donc, contente de voir que vous êtes là ce soir. Juste pour vous rappeler un petit peu pourquoi est-ce qu'on se retrouve pour cet événement, pour notre dynamique des Data Talks, qui sont des événements qu'on organise du coup tous les mois sur des sujets spécifiques au monde de la data. Et cette fois-ci, on va aborder notamment une thématique autour de l'intelligence artificielle et plus spécifiquement, quels sont les besoins de l'intelligence artificielle en entreprise et dans quelles compétences investir si vous souhaitez évoluer dans ce domaine-là ou vous y reconvertir. Donc, voici le programme de cet échange et de ce talk. Très rapidement, je vais vous parler de DataBird puisque nous organisons cet événement. C'est toujours important de faire une piqûre de rappel. Et très vite, on va bien sûr entrer dans le vif du sujet avec une première présentation de Baptiste et puis parler bien sûr d'intelligence artificielle puisque c'est ce pourquoi vous êtes là ce soir. Donc, très rapidement, DataBird, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'il y en a certains qui découvrent cet organisme de formation, on existe depuis plus de 4 ans et nous sommes spécialisés dans les formations autour de la data, aussi bien sur la partie métier que sur la partie compétences. Je vous expliquer plus en détail, le détail des formations qu'on propose plutôt en fin d'échange, histoire de pouvoir aller un peu plus vite dans la thématique de l'intelligence artificielle qui vous intéresse ce soir. Donc, pour débuter, en effet, je vais peut-être d'abord te laisser la parole, Baptiste, et te présenter assez rapidement, dire concrètement ce que tu fais et quel était aussi ton parcours. Ça marche, merci Aurélie. Du coup, bonsoir, je m'appelle Baptiste Crété. Donc j'ai commencé ma carrière dans l'industrie pharmaceutique en tant que chef de projet data. Donc c'est quelque chose que j'ai fait pendant à peu près 2 ans. À l'issue de quoi, j'ai réalisé que j'avais pas assez de bagages techniques pour correctement comprendre et prendre des décisions stratégiques comprendre la data et prendre des décisions stratégiques sur les projets que je menais. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire DataBird à la base. Et donc ensuite, j'avais comme but de rejoindre le conseil. Donc j'ai rejoint Bearing Point pendant 1 an, pareil, en strat data. Et ensuite, j'ai rejoint donc Quantmetry, donc maintenant Capgemini Invent, en tant que consultant senior data et IA. Voilà. Et ce que je fais en ce moment, c'est très varié. Ça va de la conception de plans stratégiques pour l'implémentation de programmes d'IA, par exemple, la création de GenAI Factory ou de d'IA Factory ou de Data Factory. Après, je veux toujours garder un lien avec l'opérationnel. Donc, je fais aussi des missions en tant que product owner de produits data et IA pour garder en fait une touche de concret dans mes analyses et dans la façon dont je parle avec le client. Merci. Donc, du coup, là, tu es déjà vraiment très spécialisé sur le côté data pure et surtout intelligence artificielle. Ouais. Mais comme tu l'as expliqué, tu as vraiment eu une première expérience en data à la sortie en fait de tes études en école de commerce. Oui. Pourquoi est-ce que tu as décidé, toi, d'abord de commencer par une expérience dans la data? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionnait? En sortant d'une école de commerce, il y a plein de possibilités. Donc, pourquoi tu as choisi ça, ce domaine-là? C'est un mélange d'opportunisme et d'intérêt, on va dire. Opportunisme parce qu'on était en période Covid. Donc, à vrai dire, il y avait un gros doute à l'époque sur... le marché de l'emploi était vraiment gelé, donc il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. J'ai eu cette opportunité-là, qui en plus avait le mérite de m'intéresser parce que le sujet était intéressant, l'industrie intéressante, et donc du coup, je me suis jeté dedans, et puis ça m'a beaucoup plu, ça m'a même passionné, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour ceux qui nous connaissent pas ou qui suivent à peine la formation, c'était il y a 4 ans. Donc, on venait en fait de créer depuis quelques mois le premier bootcamp, la première formation qu'on proposait, qui était au tout début juste une formation dédiée à la data analyse. Donc, c'est peut-être pour ça que tu avais peut-être déjà envie d'aller dans le monde de l'intelligence artificielle, mais à l'époque, il y avait peut-être peu de formations sur le sujet, donc plutôt logique de commencer par le côté data. Disons qu'à l'époque, j'avais peut-être pas la prétention d'aller jusque-là. Je voulais peut-être toucher un petit peu de data science pour commencer, mais avant toute chose, comme j'avais mené des projets BI plutôt en industrie pharmaceutique,
L'intérêt, c'était aussi de devenir compétent sur la data analyse et sur compléter avec le côté business analyst qu'on peut avoir en sortant d'école de commerce pour avoir un peu un profil hybride. C'était ça à la base. Et ensuite, c'est les opportunités qui ont fait que je me suis orienté vers l'IA. Voilà. Et aussi par intérêt parce que c'est aussi passionnant comme sujet et du coup, c'est ce qui me nourrit en ce moment. Voilà. Et donc, concrètement, le domaine de l'intelligence artificielle, puisque tu expliques qu'à la base, c'était pas ton objectif, c'était plutôt la data au global. Comment est-ce que tu as été amené à découvrir ce domaine? Est-ce que c'est via une expérience professionnelle que tu as eue ou une appétence purement personnelle et une curiosité, une montée en compétences que tu as réalisée? Ouais, pour le coup, c'était vraiment personnel. Maintenant, il y a eu quelques pistes notamment pour faire de la maintenance prédictive dans le cadre d'un acteur immobilier, par exemple, qui m'a permis de commencer à entrevoir peut-être l'intérêt et le potentiel que pouvait avoir l'IA. Maintenant, après, c'est surtout quand j'ai passé le cap d'aller chez Corporate, donc Capgemini Invent, que vraiment ça s'est concrétisé pour moi. Donc c'était avant tout personnel et ensuite c'est devenu bien professionnel par le biais de mes missions. Voilà. Ok, très clair. Et j'allais aborder le côté des compétences. Peut-être que tu avais déjà des compétences qui étaient justement utiles et nécessaires pour évoluer à ce poste-là. Et peut-être qu'on en reviendra juste après, histoire de parler d'abord d'une définition assez globale de l'intelligence artificielle. Ouais. J'en profite juste parce que je ne l'ai pas dit au tout début. Si jamais vous avez des questions, on a un temps de questions-réponses dédié juste à la fin. Donc, gardez-les au chaud, aussi bien en présentiel que du coup en ligne. On prendra le temps d'y répondre juste après. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet et vraiment de parler d'intelligence artificielle, pour nous, il y avait deux aspects à voir. Déjà, de comprendre quelle était la définition que l'on a dès qu'on entend le mot intelligence artificielle, qui est peut-être une définition différente de celle que l'on rencontre réellement dans le monde professionnel et des entreprises notamment. Donc, en fait, on s'est dit que pour nous, l'intelligence artificielle, la manière la plus simple de l'expliquer, c'est que c'est une intelligence artificielle au sens technique, pardon, c'est de pouvoir apporter l'intelligence humaine à une machine. Je ne sais pas si tu veux compléter, parce que c'est en fait c'est confier à une machine en fait des tâches qui seraient réalisées par des humains idéalement. Donc c'est juste, enfin le principe vraiment de base, c'est ça. C'est vraiment confier à une machine un comportement qu'on pourrait retrouver chez l'humain et qui apporte de la valeur dans une entreprise, dans le cas de nos clients, par exemple. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment la première définition qu'on va imaginer. Vous pouvez confirmer ou infirmer d'ailleurs pour les personnes qui sont présentes. Mais est-ce que c'est vraiment la seule définition qu'on a? Je ne pense pas. C'est beaucoup plus large et c'est justement l'objectif de cet échange, de comprendre où est-ce que ça va aller, notamment dans le monde professionnel et dans les entreprises. Donc pour ça, c'est intéressant de voir en détail, juste si c'est possible de fermer la porte. Merci beaucoup Tiffany. Désolée pour le bruit. De voir en détail justement la perception que l'on a aujourd'hui dans l'intelligence artificielle de manière générale et quelle est la réalité de terrain que toi, tu vas pouvoir nous partager, rapport justement à toutes les années d'expérience que tu as dans le domaine. Donc, selon toi, la perception que l'on a? Pour moi, la perception, c'est vraiment une perception de surface sur le potentiel de l'IA. C'est-à-dire que c'est vraiment les gadgets, enfin les gadgets pas vraiment, mais en tout cas les gros projets qui sont en visibilité en ce moment, donc des chatbots GenAI, on va dire, donc c'est un type ChatGPT, c'est effectivement des outils de traduction, on va appeler ça de l'IA, c'est également tout ce qui est recommandations personnalisées dans le cadre de votre plateforme de streaming préférée. C'est ce genre de petites choses qu'on appelle IA et en soi, aux yeux de pas mal de décideurs, on se rend compte que cette définition, elle est vraie pour eux, mais en fait, la réalité de l'IA, elle est beaucoup plus profonde et le potentiel et les gisements de valeur sont souvent bien différents dans les entreprises parce que on se rend compte qu'à l'étude des cas d'usage et de l'étude du modèle opérationnel des entreprises, il y a énormément de potentiel dans certaines automatisations des tâches et certaines prises d'informations d'éléments extérieurs, par exemple, pour alimenter un algorithme pour de la prise de décision, par exemple. C'est beaucoup, beaucoup plus riche que ça. Et surtout, ce que ne conçoivent pas les gens, c'est l'impact que peut avoir l'IA sur un modèle opérationnel, notamment en termes de réorganisation
des talents, mais on y reviendra. Mais en termes de coûts, de retour sur investissement, en termes d'empreinte carbone, en termes de stratégie, changement stratégique, en termes de vraiment repenser en fait son modèle opérationnel. Et c'est vrai que cette dimension-là, nous en tant que consultants en stratégie data IA, on arrive à sensibiliser les décideurs ou en tout cas les personnes qui vont prendre des décisions chez nos clients pour leur faire comprendre que l'IA, des fois, c'est des chantiers qu'ils n'avaient pas du tout en tête. Et ça implique un nombre de choses et d'aménagements qui est considérable et qu'ils n'avaient pas du tout imaginé en termes d'investissement, en termes d'impact pour l'entreprise, tout simplement. Et notamment un des plus gros biais, c'est le fait que une intelligence artificielle, c'est un gars qui arrive et qui fait son truc, ou qui prend un modèle existant et qui vient le plugger sur, je sais pas, une base de données d'un de nos clients. La réalité, c'est que c'est une équipe entière qui doit travailler dessus. C'est des data ingénieurs pour la préparation du modèle de données. C'est un ML ingénieur sur enfin, un data scientist d'abord sur la réalisation des algorithmes, sur la création du modèle prédictif, si c'est le but, ou de modèle. Et c'est un ML ingénieur sur toute la partie gestion du réentraînement, des inférences, tout ce qui est en fait durée de vie et pertinence du modèle et robustesse du modèle en fait en soi. Et derrière, il y a tout ce qui est comment on va tout ce qui est interface avec l'utilisateur. Donc c'est avoir un UX UI designer, c'est avoir aussi un data analyst pour savoir sur comment on va s'exprimer en fait ce produit tout simplement dans le contexte de notre client. Voilà. Très bien, très clair pour toutes ces précisions-là. Donc, tu as utilisé beaucoup de termes que peut-être certains et certaines d'entre vous ne connaissent pas, notamment modèle, notamment prédiction, etc. On est d'accord qu'en fait, tout ça, ça correspond notamment à de la data science. Effectivement, la base de tout ça, c'est la data science. La data science, c'est comme c'est très bien noté, l'art de découvrir des informations grâce aux données existantes. Donc des nouvelles informations grâce aux données existantes. Mais c'est également du coup trouver un moyen de collecter, de préparer et d'analyser ces données. Et là-dedans, donc quand on crée un modèle grâce à cette science des données entre guillemets, on peut décider de l'industrialiser, d'en faire un produit, et c'est là où ça peut se transformer en IA. Mais la base de tout ça, effectivement, le socle, c'est la data science, bien sûr. Et donc en termes de compétences, si tu veux qu'on Oui, on peut en parler. effectivement, je vois, tu as très bien mis statistiques poussées. Je pense qu'il y a une bonne dose de statistiques et de mathématiques pour la data science. Il y a une partie exploratoire que vous abordez, exploration de la donnée, pardon, que vous abordez dans la partie data analyst. Et effectivement, c'est toujours vrai pour la data science. Il y a une partie codage Python, tout simplement, utilisation de packages classiques, Panda, NumPy, etc. Et plein d'autres outils, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais effectivement, la base de la base, c'est la data science avant toute chose pour créer ne serait-ce qu'un POC. Voilà. Est-ce que tu peux juste définir un POC pour celles et ceux qui ne savent pas? Concept. Super, voilà. Merci. Et donc, est-ce qu'on peut aussi dire, tout à l'heure, tu parlais que ça allait dépendant des rôles qu'il y a dans les entreprises et notamment qui sont en fait amenés à travailler sur des projets IA. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus les spécificités que toi, tu as identifiées et rencontrées justement pendant tes missions de consulting? Souvent, ce qu'on a en face de nous, c'est un département data ou alors une data factory qui va porter ce genre de projet. Une data factory, c'est des gens responsables de la plateforme data, donc du data lake notamment, et après, en fonction de comment c'est fait, des sources de données également. Donc il y a des data ingénieurs qui sont là pour raffiner la donnée, pour créer vraiment un modèle de données dédié au modèle d'IA, par exemple. Ensuite, tu vas avoir les data scientists qui vont prendre cette donnée et qui vont en faire un algorithme, donc qui vont trouver de l'information pertinente dans le cadre d'un POC, par exemple. Et après, tu as un ML ingénieur qui va venir pour industrialiser ce modèle-là, prendre en compte tous les changements, les variations que peut vivre un modèle à cause d'éléments extérieurs, les intégrer et en fait essayer de garantir du mieux qu'il est possible la pertinence et la performance du modèle. Voilà. Et ensuite, tu as
Tu as des tech leads, tu as plein de choses comme ça, mais vraiment les doueurs sur un projet d'IA, le tech lead, bien sûr, c'est un doueur, mais tu as data ingénieur, tu as data scientist, ML ingénieur, et tu as les data analysts, bien sûr, pour tout ce. Après, s'il y a des rapports Power BI ou Tableau ou Click qui doivent sortir, c'est vers eux qu'on va se tourner, quoi. Ouais. Juste pour ML, c'est machine learning. Je précise pour les personnes qui sont peut-être pas à même de connaître cette notion-là. Très bien sur ça. Et donc, c'est vrai qu'au cours, toi, de tes différentes missions, tu t'es notamment rendu compte que parfois les entreprises faisaient appel à vous pour pouvoir lancer un projet d'IA et souvent de développement d'un outil, et qu'en fin de compte, c'était pas forcément la finalité du projet sur lequel tu étais amené à travailler avec ton équipe. Oui, bien sûr. Nous, on a, en tant que consultant, on a un devoir de conseil, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'on doit également être capable de dire à une entreprise que le gisement de valeur, c'est pas le projet auquel il pensait qui va vraiment apporter de la valeur. Il réside plutôt dans un autre projet, à l'étude de leur modèle opérationnel. On estime qu'il y a un potentiel sur un autre projet. Donc, c'est notre but aussi de rationaliser en fait un investissement qui va avoir lieu pour maximiser le retour sur investissement. Donc, en fait, on est vraiment dans une posture où on essaie de trouver l'outil, le produit qui va avoir le plus d'impact pour nos clients. Déjà, nous, ça rend la mission plus intéressante déjà. Et en plus, il y a aussi plein de facteurs qui viennent en ligne de compte. Il y a la qualité de la donnée disponible. Donc, c'est savoir si on a les moyens déjà d'arriver à accomplir ce projet-là. Et tu as une notion économique, bien sûr, financière, qui est estimer simplement le retour sur investissement d'un projet. Voilà. Et puis de toute façon, c'est vrai que généralement pour les entreprises, le plus important, c'est le retour sur investissement. Donc se dire juste lancer un projet IA, c'est bien, mais si au final il n'y a pas d'intérêt, tout à fait. Je pense que la décision est vite prise. Exactement. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner que tu as pu justement rencontrer lors de ta mission? Des exemples par exemple, de produits de projets qui étaient mal placés. Ouais. Oui, nous on a alors, le cas que beaucoup de gens rencontrent, c'est un problème de qualité de données, qui est en fait le premier frein en fait à n'importe quel projet data. C'est on se rend compte qu'à l'étude du modèle de données, soit il nous manque des sources, soit les données sont de mauvaise qualité, et donc on estime que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un modèle d'IA, c'est énormément de données, et c'est surtout de la donnée de très bonne qualité. Donc, si on n'a pas cet ingrédient-là, on peut rien faire du tout. Donc, chez nos clients, oui, ça arrive très fréquemment qu'on ait des problèmes de qualité de données ou de disponibilité de la donnée. Et ensuite, sur la perception opérationnelle versus la perception COMEX, en fait, il y a aussi une vraie dissonance entre des ambitions COMEX et des ambitions, et la réalité du terrain. Et souvent, nous, on a plus une approche où on essaye de se rapprocher au plus près du terrain pour vraiment comprendre comment va interagir notre produit et ce qu'il va avoir comme impact. Parce qu'on veut que ce soit une réussite, tout simplement. Et tout le monde en bénéficie au final. Donc, merci. Voilà. Écoute, très très clair sur cette définition, on va dire réelle, de ce qu'il y a, notamment sur ça. Et on parlait beaucoup de compétences, parce que c'est quand même le but de cet échange, de comprendre concrètement dans quelles compétences il faut investir. Tu parlais de data science. Donc, est-ce que tu peux peut-être développer justement, selon toi, quelles sont les compétences indispensables à avoir aujourd'hui si on veut aller dans l'IA de manière globale? Je pense que déjà, d'une façon très, très générale, parce qu'il y a des tonnes d'outils, mais je pense qu'il y a quand même une base, un socle de data engineering qu'il faut maîtriser, absolument. C'est hyper important. En data science, est-ce que tu data peux engineering, c'est collecte et nettoyage de données, plus interagir avec des plateformes comme Databricks, par exemple, ou Azure. Ça dépend, mais en tout cas des data lakes, des data platforms et des data lakes, créer un modèle de données propre, ça c'est vraiment super important. Et ensuite, côté data science, des statistiques,
il va falloir faire des maths. C'est obligatoire de faire des maths, des statistiques, je dirais Python. Et en fait, le commun de tout ça, je pense qu'il y a aussi une grosse partie de prompt, on va pas se mentir, parce que avant, les développeurs et les data scientists allaient sur Google, maintenant ils vont sur ChatGPT et sur Git. Super important, Git et le prompt, c'est super important. Ils utilisent une intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle. Parce que c'est hyper efficace. Ouais. C'est hyper efficace. La question, si tu promptes bien, la question, elle peut être, elle est super précise et du coup, tu as une réponse précise. Mais ça implique que tu aies un niveau de connaissance de base pour créer un prompt qui soit pertinent. Donc, d'où l'importance d'avoir un socle de connaissances data science, data engineering, pour justement utiliser cet outil qui va te faciliter la vie et qui va en plus te donner une efficacité sur le delivery qui est incroyable. Voilà. Et je dirais aussi, si vous êtes amené à travailler sur des projets, il va y avoir une grosse partie de business sense. Alors je prêche un peu ma paroisse, hein, mais du coup, business sense, pourquoi? Parce que vous allez avoir des interlocuteurs qui attendent beaucoup de cet outil-là. C'est un investissement non seulement de base, enfin à l'entrée, mais aussi à la maintenance. Et donc du coup, il faut que vous arriviez à comprendre en fait les problèmes de l'entreprise et de voir comment on peut les résoudre. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir cette attache business pour comprendre un problème complexe et le résoudre et savoir le résoudre. Donc c'est en fait utiliser vos compétences techniques du mieux possible pour avoir un gain financier par la suite, tout simplement. Et je dirais une vulgarisation, la capacité de vulgarisation, elle est super importante aussi si vous êtes amené à, par exemple, être chef de projet à un moment donné, comme moi je peux l'être. Vulgariser, c'est la clé, ne serait-ce que pour garantir la relation client, tout simplement parce que le client il est très vite largué en fait, il comprend pas souvent, en tout cas si on n'a pas affaire à quelqu'un qui fait partie du département data ou d'une data factory, très vite on perd ces gens-là et c'est ces gens-là qui prennent les décisions. Donc la capacité de vulgarisation est extrêmement importante et sur la partie ML ingénieur, parce que si vous allez de bout en bout, il y a TensorFlow, il y a énormément d'outils en fait à maîtriser, mais c'est pareil, c'est la capacité à créer un protocole de réentraînement par exemple, ou de sélectionner le Tu bon peux préciser un peu ce que c'est le protocole de rentraitement En gros, c'est le processus qui vous permet si vous avez un modèle de base, c'est en fait, vous allez entraîner votre modèle à être soit plus performant, soit à garder une performance dans le temps. Et ce, même si il y a des événements qui peuvent perturber votre modèle et donc créer des données aberrantes. Ça peut être, je sais pas, par exemple, vous essayez de prévoir un temps optimal d'un point A à un point B en voiture. Donc le modèle, il est en conditions normales, il va vous prédire ça, il aura une super efficacité, une super performance. Si la mairie décide de bloquer une rue pour faire des travaux, en fait, si le modèle il le prend pas en compte, en fait, la performance du modèle va être impactée tout de suite et vous allez avoir une baisse de performance sur votre modèle. Donc en fait, par exemple, le réentraînement, c'est aussi intégrer des éléments extérieurs dans la vie de votre modèle pour qu'il puisse prendre en compte ces nouvelles données et qu'il puisse s'adapter pour garder un niveau de performance. Voilà. Ok, très clair. Peut-être qu'il y aura d'autres questions qui viendront après sur ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, on t'a bien parlé d'outils, mais c'est vrai que je pense que ça va dépendre aussi des entreprises, de l'habitude s'il y a des équipes data, quelle est la maturité aussi des équipes data, ça joue énormément, c'est quelque chose à avoir en tête. Mais plutôt clair sur les compétences qui sont ce fameux socle déjà de compréhension business, qui va certainement passer aussi par savoir analyser les données pour pouvoir en tirer justement des recommandations stratégiques, je suppose. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ça. Comme tu es passé aussi par ça. Ok, très bien. Plus toutes ces compétences, mix data ingénieur, mix data science, où il y a quand même une tendance qui va plus vers l'un ou l'autre. C'est plus data science, je pense. Maintenant, en fait,
pour être tout à fait clair, hein, tout va dépendre de la place que vous allez jouer dans un projet, d'IA, tout simplement. Vous allez avoir besoin de certaines compétences plus que d'autres en fonction de si vous êtes chef de projet, si vous êtes, ML ingénieur ou si vous êtes data scientist, bien sûr. Donc, en fait, je vous dirais que si vous voulez avoir une approche un peu, globale, et si vous voulez porter un projet de A à Z, déjà bon courage. Et ensuite, je pense que il faut pas forcément tout cocher. Il faut vraiment se poser la question de ce qu'on veut réaliser dans un projet, d'IA, et en fonction de ça, il faut comprendre, un peu l'écosystème que vous allez, dans lequel que vous allez intégrer tout simplement. Et ça, je pense que bon, la voie royale quand même, ça reste la data science, parce que vous allez avoir une très bonne compréhension de ce qui se passe même en data engineering. Parce que vous allez travailler avec des tables, vous allez travailler avec des données, vous allez travailler avec plein de choses, et du coup, cette partie-là, elle sera couverte parce que c'est du bon sens, entre guillemets. Et ensuite, la transition vers ML ingénieur, elle est assez évidente, et elle est surtout très bien documentée sur Internet. Donc, il y a moyen de s'auto-former sur Internet aussi, même si, bon, rien ne vaut peut-être un bootcamp ou alors une formation en présentiel. Mais en tout cas, il y a des moyens pour ça. Je pense que si vraiment vous deviez forcer le trait quelque part, ce serait en data science, parce que même en tant que chef de projet, avoir des bases en data science, ça vous permet de comprendre la majorité du scope de votre projet. Voilà. Super clair, merci. Et donc, tu as très bien introduit ma prochaine question, qui était de savoir, maintenant qu'on sait quelles sont les compétences qu'il faut développer, quels sont, selon toi, les meilleurs moyens d'y arriver? Bien sûr, toi, tu es passé par une formation. Ouais. Est-ce que, déjà, tu peux nous expliquer en quoi la formation que tu as faite, donc il se trouve que c'est chez DataBird, a pu t'aider, ou Ouais. est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi, justement, de pouvoir développer ces compétences-là? Ben, moi, je suis convaincu que de toute façon, la pratique en situation réelle, rien ne vaut juste rien ne vaut la pratique. C'est quelque chose qu'on arrive plus facilement à simuler à l'occasion d'un bootcamp que sur une formation en ligne, par exemple. Donc, le format bootcamp est extrêmement intéressant parce que il vous permet de vous concentrer sur ce sujet-là pendant un temps limité, et ça vous permet de pratiquer tous les jours et d'incrémenter votre savoir de petites nuances et de compétences. Et je trouve que c'est très pertinent. Ça l'a été pour moi en tant que pour la partie data analyst. Et je suis persuadé que pour la data science, c'est exactement la même chose, peut-être avec un peu plus de préparation en amont pour ce qui est des maths, parce que les maths, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut comment dire. C'est plus facile de faire du concret si on a déjà un bagage en maths. Donc, je pense qu'il y a un travail préparatoire qui est un peu plus important. Mais cela étant dit, je pense que le bootcamp, c'est vraiment idéal. Et ensuite, continuer de pratiquer en entreprise ou dans votre activité professionnelle, c'est le seul moyen de ne pas oublier, honnêtement. Donc, je peux vous en parler. J'ai fait peut-être, je sais pas combien de formations en ligne, mais s'il n'y a pas de projet derrière, en fait, et si jamais on n'a pas l'occasion de pratiquer, ça passe à la trappe et c'est du temps perdu. Donc, voilà. Ce que je vous dis, c'est vraiment pratiquer. Vraiment. Donc, au final, toi, tu as eu pas mal de chance d'avoir cette expérience qui t'a amené à développer ces compétences sur le terrain directement, quoi. Ouais, absolument. Moi, le bootcamp, ça m'a permis de vraiment pratiquer. Et tout de suite après, je suis rentré dans le conseil. Et tout de suite après, du coup, j'ai eu l'occasion d'avoir cette continuation dans ma pratique. Et du coup, que j'ai entretenu jusque-là, parce que finalement, j'ai jamais arrêté de travailler dans la donnée. Et aujourd'hui, je parle avec un tech lead qui est ravi de voir que je comprends bien les choses dans le projet, que je suis pertinent dans les discussions. Et donc, du coup, elle a peut-être moins de choses à expliquer ou à vulgariser. Donc voilà, même si elle est brillante et je la salue si elle passe par là. Mais du coup, voilà. Ouais. Très bien, très clair là-dessus. J'allais rebondir pour vous dire que justement, en fait, tu parles notamment de formation. À l'époque, toi, tu avais suivi celle data analyst puisqu'on ne proposait que ça. Aujourd'hui, on propose la formation data science qui correspond exactement en fait à ce besoin-là de développement de compétences. Je vous en parlerai après. Mais du coup, maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de profiter justement de la présence de Baptiste pour poser l'ensemble de vos questions, soit des questions de compréhension de l'intelligence artificielle de manière globale,
sur les expériences de Baptiste, que ce soit en présentiel ou en ligne. C'est vraiment le moment pour vous de profiter de l'expertise de Baptiste sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des questions particulières à lui poser? J'ai une question. Oui. Vous êtes dans le conseil. Oui. Quelle est c'est quoi l'entreprise type qui fait appel à vous? Est-ce que c'est une entreprise qui est très mature dans la data, une entreprise qui découvre un peu le potentiel de la data? Alors non, elle découvre pas, mais elle découvre jamais le potentiel de la data. Il y a toujours, on a affaire quand même à des entreprises qui sont de grande taille malgré tout, et qui ont une conscience de l'intérêt que peut représenter la data, ce qu'elles veulent. Il y a deux catégories par contre à partir de là. Effectivement, il y a les entreprises qui ont une sorte de data factory, en tout cas un département data développé avec vraiment un modèle organisationnel qui est pertinent et efficace, qui permet de supporter plusieurs projets avec des process qui sont très établis, c'est très structuré, c'est tout simplement une factory, donc c'est très tout est très cadré, très policé, c'est très bien. Et il y a les gens qui donc nos clients qui sont plutôt dans une phase où c'est plus fragmentaire, où finalement les capabilities data elles sont silotées. Et en fait ne servent que une business unit ou alors un département. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'elles ont un besoin d'uniformiser leurs compétences data ou leurs capacités data. Et dans ce cas-là, on vient plus pour la création, la conceptualisation déjà, et puis la création de data factory. Puis ça amène aussi l'opportunité de rentrer sur des premiers projets qui vont servir de crash test un peu à cette data factory. Voilà. Le data mesh, par exemple, c'est un type de mission qui arrive très souvent, qui est souvent déjà utilisé dans les entreprises qui sont structurées parce que, de toute façon, ça sert le métier, ça sert les projets qui se font à la chaîne parce qu'on a un catalogue de tables qui est extrêmement structuré, qui a fait du sens fonctionnellement. Donc c'est un gain un gain d'efficacité absolue. Et effectivement, il y a les cas où, en plus de faire la data factory, on est obligé de passer par la création d'un data mesh et de réfléchir à du déploiement multidomaine sur des applications. Ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que sur le marché, il y a beaucoup de profils comme toi, dans la mesure, quand je dis comme toi, c'est des profils plutôt fonctionnels, comme accès métier, avec une bonne compréhension de la data et de l'IA, ou est-ce que finalement, pour moi, comme c'est quelque chose d'assez récent, tu as un profil relativement rare sur le marché? Non, c'est pas rare du tout. Notamment, moi je fais partie de l'offre stratégie data IA. C'est vraiment la stratégie, ça parle d'abord business, forcément. Ça parle de coûts, ça parle de stratégie d'entreprise, de modèle opérationnel, d'impact. C'est très orienté business. Et il y a de la demande, bien sûr, pour cette offre-là. Et je pense que dans beaucoup de cabinets, il y a cette offre. Et les profils comme les miens, ils sont extrêmement répandus parce que finalement, le profil data, si on sort c'est un ingé qui a fait du computer science, c'est souvent des profils issus du business, qui ont développé une curiosité pour la donnée et qui se retrouvent à, du jour au lendemain, prendre des compétences et les implémenter dans leur quotidien et devenir un peu référent data. Puis ils sont amenés à développer des choses, ils deviennent data analystes, puis chefs de projet data, etc. Il y a plein de profils hybrides comme ça sur le marché et il y a de la demande en plus pour ces profils-là parce qu'ils font très bien la jonction entre le terrain donc opérationnel et le côté data. Donc il y a de toute façon moi c'est ma paroisse encore une fois que je prêche, mais oui, moi je trouve qu'il y a une demande et une pertinence pour ces profils-là. Tu travailles chez Capgemini, c'est une structure à part? Moi, je travaille chez Capgemini Invent, donc dans une nouvelle entité qui s'appelle Next Frontier AI, qui est issue de l'intégration du cabinet Quantmetry, qui a été racheté par Capgemini là il y a 2 ans. Et du coup voilà, on est dans cet organe à l'intérieur de Invent. Tous les ESN, comme le Sopra, ils ont un pôle data maintenant.
Oh oui, sans doute. J'en ai pas fait beaucoup, mais je suppose oui il y a effectivement il y a des départements data effectivement. Ouais. Parce que même les Big Four, enfin, en audit et Mm. en conseil, PwC, tout ça. Ouais. Du coup, maintenant, ils recherchent. Bien sûr. Ah oui, oui, oui. Il y a effectivement il y a une forte demande de profils data, enfin, de toute façon de personnes qui ont une compréhension data, même petite, parce que finalement dans le conseil, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'il y a un transfert de compétences qui est de toute façon induit par toutes les différentes expertises qu'il y a au sein du cabinet et qui en fait on se nourrit des expériences des uns et des autres pour grandir. Donc même si tu arrives avec un niveau de base en fait dans le conseil, enfin dans le niveau de base en data, j'entends, ben tu peux très vite, tu as un potentiel de progression qui est très fort parce que tu côtoies des gens qui sont experts et qui sont venus là pour une raison bien précise, tu vois, pour être data ingénieur, ou même ingénieur, tu parles à des gens et tu te nourris de ces gens-là, soit de façon informelle, dans le cadre je travaille avec des data ingénieurs, avec des data scientists, avec des tech leads. Et ben, déjà, moi j'ai de la chance, c'est que des gens brillants, déjà. Et c'est vrai, j'ai des éléments de comparaison, et c'est vrai. Et ensuite je me nourris d'eux et ils sont ravis de partager avec moi. Et du coup, ouais, je pense que c'est une très belle voie, le conseil pour. Ouais. Ah, bien sûr. Oui, oui. En fait, on a des consultants qui sont spécialisés par secteur. Et chez NFAI, on est plutôt cross-secteur. Donc, en fait, on est amené à travailler sur plein de typologies d'industrie. Donc, parce que c'est plutôt une expertise data, et la data au sens large, donc pas forcément sectorisée. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Une question pour rebondir sur la structuration de l'équipe Nesconfieur. Est-ce que dans vos missions, vous avez remarqué des tendances en termes de structuration des équipes data par secteur? En termes de structuration, pour des projets de création d'outils data, d'outils IA par exemple. En termes de structuration des data factory. Ah oui. La banque, l'industrie. Ouais, c'est alors là ça va être complexe, mais effectivement tu as toute une partie oui, donc tu as une partie management qui chapeaute le tout, qui c'est des référents data ou alors des chefs de section, par exemple le chef de la data platform par exemple, tu as un représentant de la partie IA, tu as un représentant de la partie data engineering ou data science, tu vois. Et ensuite, ça cascade et tu as, c'est souvent des squads de plusieurs personnes qui mènent des projets qui sont en lien avec leur expertise. Et dessous, tu as la partie exécution, c'est-à-dire la partie création d'outils purement. Et souvent, c'est un modèle agile. Donc, c'est-à-dire que tu verras si tu regardes un train agile, c'est très structuré. Tu as un product owner, un tech lead, un UX UI et des développeurs. Et souvent, dans le cadre de produits data, c'est des data ing, enfin au moins un data ing, un data analyst et un tech lead, souvent. Et ça peut aller plus loin si tu intègres de la data science, tu auras un data scientist. En plus, si tu as de l'IA, tu inclus un ML ingénieur, par exemple. Et donc, du coup, ça te fait des équipes produits plus ou moins grosses. Et souvent, le PO, c'est un représentant métier, un référent métier qui a été détaché sur ce projet-là. Et on vient y associer aussi parce qu'il a un de data qui n'est pas sur sa position. PO a un procureur du coup au reste de l'équipe assurer que ces gens-là, donc cette équipe-là, se bat dans l'écosystème de la factory, et au besoin, elle va chercher la que par exemple de ta mèche actuelle, telle table qui sont au bon endroit et qu'on va les venir chercher. Et je ne vais pas me lancer dans les mais oui,
il y a un modèle, bien sûr. J'en profite juste pour poser une question. En fait, on apprend sur le côté GPT, etc., puisque c'est ce qui parle quand même aux personnes. Il y a Florence qui demande si on est une personne salariée lambda dans n'importe quel secteur. Comment est-ce qu'il faut en fait utiliser l'intelligence au travail au quotidien? C'est la première question. Et la seconde, ChatGPT que peut l'utiliser. Alors, donc, j'ai envie de dire, c'est extrêmement compliqué du métier qu'on occupe, naturellement. Et en plus, je sais pas quel est le niveau de compétence, mais c'est quand même pas la portée de tout le monde de créer un agent pour automatiser une tâche, par exemple, ou pour faire une action spécifique. Je pense que le mieux, c'est s'il y a des... c'est triste à dire, mais pour l'instant, le levier que je vois pour ChatGPT, c'est de la recherche, de l'émulation de texte et de la correction de texte, de la traduction de texte, de la recherche documentaire, par exemple. Maintenant, sur d'autres produits IA qui vont arriver sur le marché, qui peuvent être extrêmement intéressants d'un point de vue productivité, il y a Copilot qui va arriver et qui va proposer des fonctionnalités qui sont tout à fait intéressantes, qui vont vraiment, normalement, avoir un impact sur ta productivité. Après, je pense que le meilleur moyen pour que tu trouves un gisement de valeur sur ChatGPT et les prompts, c'est de te renseigner sur YouTube, honnêtement. YouTube et Git, et de voir un petit peu des projets que des gens ont pu faire avec cette technologie, et de voir si c'est réplicable. Et dans quelle mesure c'est réplicable, et attention à la data privacy, et attention à la politique data de ton entreprise, parce que les données, t'es pas maître de tes données en utilisant ChatGPT, donc il faut faire extrêmement attention à ce que tu fais. Donc un petit mot de juste attention. De vigilance. Ah, pardon? Oui, complètement. Mais nous, par exemple, chez Capgemini, on a créé notre propre outil. Justement, c'est la question que je voulais poser. Ouais. C'est la question que je voulais poser. Ah oui, oui, effectivement. On a notre propre outil, effectivement, qui nous permet de consulter de la documentation qui a été réalisée par d'autres équipes, qui nous permet sur de l'analyse de documents, nous permettre de piocher des informations précises et de questionner notre modèle pour justement retirer des informations. Et en fait, ça va être un gain énorme de productivité pour nous. Il a été lancé il n'y a pas longtemps du tout, à vrai dire, puisque le lancement c'était là ce matin. Donc du coup, mais je le teste depuis un petit peu de temps, donc je sais à quoi ça ressemble et à quelle performance ça a. Et effectivement, si c'est utilisé dans un contexte, encore une fois, c'est un outil qui est dédié pour notre métier et qui va être très, très utile. C'est pour ça que à la question comment on peut se servir d'un ChatGPT, ma réponse c'est ça dépend de ton contexte de travail et en fait de ta capacité à pouvoir reproduire peut-être un projet qui se rapproche de quelque chose qui pourrait t'aider. Et surtout de savoir prompter, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, il y a des tonnes de tutoriels, encore une fois, prompter, c'est accessible. Juste pour enchaîner là-dessus, justement, il y a encore Florence qui est un peu sur la même thématique et qui voulait avoir ton avis sur l'avenir du prompt engineer selon toi. Hyper important. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu penses que c'est possible de s'y former? Honnêtement, YouTube, le prompt engineering plus une expertise, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Et ça fait un peu écho au fait d'être un expert sectoriel. Un expert sectoriel plus le prompt, c'est redoutable parce que il a en plus cette capacité de pouvoir faire un fact-check
donc de vérifier la validité en fait des informations qui sont renvoyées par le prompt, enfin par le modèle. Et donc en plus, non seulement il travaillera plus vite, mais plus pertinemment et avec moins de risques. Donc là-dessus, ouais, il y a un gros avenir sur le fait de pouvoir prompter correctement. Un gros gain de temps. Ouais. Si. Oh, si. Ou sur Git. Sur Git, il y a même des documentations sur Git. Pas de souci. Merci, très clair. Est-ce que vous avez d'autres questions sur place peut-être? Oui. Est-ce que ça peut justement faire un intégrant des modèles d'affaires, des banques et des conseillers en stratégie, dans la mesure où ils vont avoir maintenant des bases de données spécialisées avec tous les insights qui ont été depuis des années, et tu dis finalement c'est un super outil pour les experts, pour vraiment puissance x10, 100. Ouais, exactement. En fait, plus on va donner une base documentaire précise et donc orientée et pertinente par rapport à l'utilisation qu'on va faire de l'information qu'on va récupérer, plus notre modèle va être pertinent, plus on va pouvoir répondre à des questions pertinentes pour l'utilisateur. Donc en fait, effectivement, l'enjeu aussi pour nous de créer alors OpenAI le propose, mais l'enjeu de créer un outil in-house chez Capgemini, c'était de pouvoir y mettre en base documentaire et en référence des documents qui font sens avec le métier de consultant et qui font sens avec la typologie de mission qu'on peut aborder aujourd'hui. Et donc de pouvoir piocher dans une base documentaire qui soit pertinente, qui puisse répondre à des questions pertinentes et donc de gagner en efficacité, de gagner en expertise même, parce que du coup c'est un très bon vecteur de transmission d'expertise entre consultants, tout simplement. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question en présentiel? Alors, dans ce cas-là, j'ai une autre question en ligne, toujours sur la GenIA. Ouais. Savoir, est-ce que tu as une idée en fait du coût énergétique que ça représente? Ça dépend énormément du nombre de tokens que tu vas avoir, du nombre de requêtes. Alors, si je peux compléter, la question très précise, justement, c'est pour une requête simple d'une 30aine de tokens, sans accès de base de données ou d'augmentation de contexte. C'est très très précis comme question. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à quelque chose. Si je vais pouvoir y répondre là comme ça, mais effectivement, voilà. Mais non, je sais pas si on va pouvoir y répondre. J'avoue. Et juste, je réponds à Florence. Oui, c'est Git, GIT, l'outil que Baptiste a cité en plus de YouTube pour se former sur la partie prompt notamment. Une nouvelle question, j'en profite du coup pour passer sur les questions qui sont en ligne, si vous n'en avez pas d'autres là en présentiel, de Christelle, qui nous dit qu'elle comprend que les data scientists travaillent en équipe. Et concrètement, toi, quel avenir tu vois pour une personne qui a une bonne connaissance du coup terrain, donc métier, mais qui débute dans la data? Mais c'est un peu ce que tu disais déjà tout à l'heure. Et qui souhaite se former à la data science et à l'IA. C'est un peu toi, en fait, c'est un peu ton parcours au final. Une bonne solution, c'est de faire une formation un peu intense sur de la data science, si c'est vraiment ce que tu veux viser, c'est-à-dire que peut-être essayer de faire un peu, pourquoi pas, aller un peu vers l'IA. Déjà, la data science, c'est un très bon début, parce que tu vas avoir du répondant et c'est complexe et il y a de quoi faire déjà. Mais oui, le mieux, c'est un bootcamp pour pratiquer et ensuite de trouver rapidement un boulot un poste qui te permet de continuer de pratiquer. Surtout, c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire être data scientist sur un produit en particulier défini, ou alors peut-être dans le conseil aussi en tant que data scientist, parce que tu seras forcément sur une mission où tu vas pouvoir pratiquer, par exemple. Donc, ouais. Très bien. Je vois pas d'autres questions pour le moment, donc oui, vas-y. Moi, j'en ai. Tu as un profil où tu pars effectivement plutôt de, on va dire, école de commerce, tu as une appétence pour la donnée, tu rentres dedans, tu développes la data science après coup, j'ai l'impression, je comprends bien. Mais parce que tu as un socle en mathématiques ou tu as vraiment non. T'as pas de socle en mathématiques? J'ai un socle de base en mathématiques, mais il y a beaucoup de choses en fait que tu apprends parce que tu as vraiment
le cas pratique sous les yeux, quoi. Vraiment, quand moi je regarde une documentation et que je vois la formule, je me dis: «OK, bon là, il faut que j'y réfléchisse 2 minutes là». Et donc du coup, c'est à ce moment-là où en fait, tu as l'occasion de comprendre en fait ce qui se passe. Mais, mathématiquement parlant, tu as une vraie envie de comprendre et du coup, c'est ça qui déclenche ta motivation à te former sur les maths. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, juste, ouais. Ah oui, oui. Non, mais en fait, d'être face à un mur, et tu es obligé de passer par là pour comprendre et donc c'est comme ça que tu, enclenches un processus d'apprentissage sur des mathématiques. Ouais, ouais. Et du coup, comment on te positionne? Enfin, je veux dire, par rapport à un profil de data scientist qu'on a plutôt en tête, qui est plutôt un ingénieur qui est parti dans la data. Comment est-ce que ton parcours est perçu par, on va dire, des gens qui ont l'habitude d'avoir ce type de profil? On n'a pas du tout la même fonction. C'est-à-dire que moi, en tant que consultant stratégie data IA, c'est soit je fais de la stratégie, donc que du business. Voilà. Et donc en fait, là où la data science va servir et ma compréhension générale de la data ou d'un projet data va servir, c'est estimer la complexité de tel ou tel cas d'usage pour quel gain raisonnable et donc estimer le retour sur investissement. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est si on me met dans les bottes d'un chef de projet ou PO, par exemple, et ben dans ce cas-là, ça va me servir du coup, je suis vraiment chef de projet. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout, je suis pas du tout data scientist. Je suis là pour organiser le travail, discuter avec le client, bien comprendre que si les développements vont dans la bonne direction par rapport à la valeur attendue par le client, c'est comprendre en fait les enjeux de complexité qu'on peut avoir sur telle tâche et du coup justifier, faire de la politique en fait autour des enjeux de la data. Mais c'est avant tout une casquette de chef de projet et pas tant de data scientist. Ça m'arrive de participer à la conception d'un modèle par curiosité, parce que ça me plaît de résoudre des problèmes, mais je vais pas avoir cette casquette vraiment de data scientist. Vraiment. J'ai pas cette prétention-là en plus parce que, en fait, quand tu commences à apprendre un petit peu la data science, tu te dis: «Génial, j'ai appris plein de trucs et tout» et puis plus tu comprends, plus tu vois qu'il y a des trucs à apprendre et tu te dis: «Bon voilà, t'es jamais sorti» et le mec en face de toi est souvent extrêmement capé. Donc, si vraiment vous vous lancez dans la data science, il faut y aller à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. Moi, j'ai pas eu cette chance-là de pouvoir vraiment pratiquer la data science, mais c'est quelque chose que je recommande absolument parce que vraiment, si vous avez l'opportunité, faites-le. Mais moi, j'ai appris un peu sur le tard, sur des projets et c'était très fragmentaire. Donc, ça me sert, mais c'est pas optimal. Voilà. Et ça te permet de pouvoir engager, Tout à fait. comprendre le métier, Exact. c'est la Tout à fait. et puis de pouvoir chapeauter et organiser. Exactement. Ouais, ça me permet de comprendre, ça me permet de juger d'une complexité, ça me permet de me mettre, aussi de montrer à mon équipe, même d'un point de vue humain, de savoir que la personne en face, celle qui dirige le projet, comprend ce que tu es en train de faire et comprend que, il y a tel blocage qui nécessite tel temps, telle solution. C'est extrêmement important en fait d'être un chef de projet légitime et c'est ce qui m'a poussé en fait, justement à faire le bootcamp parce que j'étais un chef de projet illégitime, parce que j'avais pas cette base de connaissances data quand j'ai commencé, et je voulais absolument pas être un imposteur pour le restant de ma vie, donc il fallait que je passe par là. Donc voilà, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a beaucoup servi parce qu'aujourd'hui je suis là. Donc voilà. Et inversement, pardon, je me permets juste de rebondir, excuse-moi, avant que tu poses ta question. Ce que tu viens de dire, inversement aussi pour les personnes qui ont déjà des compétences data, généralement, les meilleurs data analysts sont ceux qui ont déjà une très bonne connaissance métier et business, parce qu'en fait, du coup, vous allez comprendre les besoins des équipes métiers et pouvoir faire les analyses et pouvoir faire les data visualisations qui leur seront réellement utiles. Donc, ça va notamment dans les deux sens. Oui, tout à fait, absolument. Et c'est l'une des généralités qu'on retrouve parmi tous les amis de DataBird. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et du coup, si tu veux poser ta question. C'est un peu différent ma question. Par rapport à d'autres métiers que tu as pu faire, ouais. On a fait d'autres fois, est-ce que tu te sens plus aidé en tant que ce que tu fais maintenant ou avant
dans le sens dans la dynamique de travail, dans la dynamique des gens, etc. Plus aidé dans, tu veux dire dans la montée en compétences par exemple, ou dans le, En général. euh, Que ce soit dans l'aide, que ce soit dans le management. ah oui, bah, nous, en fait, c'est de toute façon, je pense que j'ai été, j'ai envie de dire, alors, en pharma, dans mon premier truc, j'étais pas vraiment aidé ou encadré parce que j'étais au milieu d'interlocuteurs qui ne comprenaient pas grand-chose de toute façon. Mais comme moi, hein, moi le premier. Donc il y a pas de mal, hein, mais c'est juste que j'étais oui, il fallait que je comprenne des choses et je savais pas par où commencer, par quel bout prendre le problème. Et ensuite, je trouve que ce qui s'est passé, c'est que dès lors que j'ai eu une base de connaissances et des axes de réflexion et un semblant d'expertise, en fait, comme tu peux adresser des problèmes plus précis par rapport à ta situation, bah forcément, en face de toi, tu as des gens qui comprennent que tu as une base de connaissances et que tu as une expertise que tu veux développer, et du coup, tu as des mains tendues beaucoup plus facilement. Mais parce que tu t'adresses déjà à des gens que qui sont un peu experts. Moi, c'est ce que je suis allé chercher dans le conseil, c'est-à-dire des gens qui ont une expertise reconnue sur la data notamment, hein, puisque c'est ça. Et en fait, plus tu en sais, et en fait, plus tu vas trouver en face de toi des gens qui sont contents que tu leur poses cette question-là et qui sont contents de te venir en aide parce que ils repartent pas de zéro. Et c'est toujours plaisant de pas revenir de zéro. Voilà. Une question, c'était plus dans la poursuite du professionnel de la data dans la création de valeur. Quels sont les réflexes que tu préconiserais à tout professionnel de la data pour penser création de valeur dès le début? C'est une très bonne question. En fait, la méthodologie qu'on emploie d'habitude, c'est on va arriver dans une entreprise et on va avoir plein d'ateliers avec les opérationnels, avec les fonctions support, avec le management, avec tout ce qui fait en fait le cercle d'activité, le modèle opératoire en fait de notre client. Et on va trouver des pain points, et on va trouver et on a une phase d'idéation. Et en fait, sur cette phase d'idéation, on va demander aux gens de se projeter et de se dire, si vous avez une baguette magique là, vous l'agitez, qu'est-ce qui serait super chouette dans votre quotidien et qui pourrait vous apporter un vrai déblocage sur certains problèmes et dans votre vie en général. Et on a plein d'idées, plein d'idées. Et en fait, on essaye d'orienter ça, de coller ça à un outil. Et ensuite, on se pose, on met tout dans un Excel, on se pose et on traite ligne par ligne et on se dit, bon, ok, ce truc-là, techniquement, c'est faisable, oui, non, ok, oui. Si c'est faisable, ça se rapproche de quel type de modèle, soit d'IA, soit est-ce que c'est de la data science, soit c'est du BI, soit voilà. Et en fait, tu classifies, en fait, tu fais des clusters de use case. Et ensuite, tu les notes. Donc, tu as une partie valeur métier. Donc, tu vas estimer en fait ce que te rapporterait ce cas d'usage en termes de, par exemple, c'est souvent de l'économie de temps en fait. Donc, tu vas le rapporter en jours hommes par an, et donc tu vas te dire que si jamais demain tu mets en place ce truc-là, tu économises X jours hommes par an, et au prix moyen, enfin au salaire moyen de machin, ça fait tant de milliers d'euros d'économie par an. Mais du coup, pour quel coût? Donc du coup, tu estimes la difficulté de mettre en place ce modèle-là, le coût d'entretien de ce modèle, effectivement, et s'il faut le fine-tuner un petit peu pour, je sais pas, il y a une particularité, ça va être une complexité en plus. Est-ce qu'il y a un risque social aussi, tu vois, typiquement? Et en fait, tu vas après faire une matrice, donc tu vas avoir d'un côté la complexité et de l'autre le gain, la valeur métier, et tu vas placer tes use cases. Tu vas sélectionner on va dire les 10 meilleurs, et tu vas les placer sur une roadmap, et en fait, tu vas choisir comme ça, en fait, les choses qui vont, en principe, te donner le plus de valeur. Et c'est sur ça que tu t'entends à la fin d'un process de stratégie, en tout cas pour définir des use cases. C'est comme ça que tu t'entends avec le client. Tu vas
tu vas lui dire, bon, voilà, il y a 10 use cases qui ont la plus forte valeur. Prenons les 3 premiers, admettons. Les 3 premiers, c'est un investissement de temps, c'est 3 équipes. Voilà le planning d'implémentation. Donc, on a une équipe de machin sur tant de périodes. On prévoit une phase de cadrage, puis une phase de build, puis un lancement en production pour telle année. Et on prévoit que c'est un investissement de temps à J1, J0, et en fait, ça va vous rapporter tant à J plus X. Voilà. Une dernière question avant de clôturer. Je rebondis sur ce que tu dis là. Ouais. Quand tu passes la porte d'une entreprise, que tu arrives avec un projet d'implémentation IA et que tu vas avoir une population que tu vas interroger à l'intérieur du COMEX et tu vas jusqu'à l'opérationnel. Oui. Donc tu arrives avec l'étiquette IA et que bien souvent, effectivement, l'IA peut être associée à une phase d'automatisation des tâches et du coup, comme tu le dis, de moins d'utilisation des personnes. Est-ce que tu te retrouves face parfois à des personnes qui vont être à contre du projet parce que effectivement l'IA va nous voler notre emploi? Ouais, bien sûr. Mais pour ne rien vous cacher, on a fait cet exercice pour nous, pour Invent, pour Capgemini. On s'est fait notre propre introspection, notre propre stratégie là-dessus. Effectivement, ce qu'on a voulu voir, c'est aussi faire une étude un peu prospective de ce que pourrait être le futur, donc faire des scénarios et se dire, voilà, là, si on gère mal les choses, on a tel risque social. Ouais, bien sûr. Mais là, on l'a fait de sorte à ce qu'on puisse voir venir le problème. Bien souvent, c'est plutôt des alarmes sociales qui se déclenchent si on est dans le public, par exemple. Ça peut être un conseil d'administration ou un conseil économique et social qui nous prend un peu en grief et on est obligé de justifier peut-être le bien fondé de cet outil-là et comment il se place dans le modèle opérationnel pour quel coût humain. Alors bien sûr. C'est de toute façon, dès lors qu'on parle de métiers un peu documentaires, un peu de bureautique, l'IA générative, donc dernièrement l'IA générative, mais même le RPA tout simplement, en fait c'est des problématiques qui vont, c'est des outils qui peuvent potentiellement remplacer l'humain sur certaines tâches. Donc, si on peut remplacer l'humain sur certaines tâches, on fait l'économie de tâches. Donc, on a besoin de moins d'humains pour faire le reste. Donc, ouais, il y a des considérations à prendre, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on conclue ici sur les questions. Et donc, juste pour terminer cet échange avec Baptiste, je pense que la conclusion qu'on peut en tirer, si on revient sur le centre de cet échange qui était quelles compétences développer et notamment quelles sont les bonnes pratiques en fait pour les développer. On est d'accord qu'il faut revenir en fait à la base et au cœur de ce qu'est l'intelligence artificielle, donc la data science, et toutes les compétences qui en découlent, donc machine learning, appétence pour les mathématiques, savoir faire des statistiques poussées, etc., etc. N'hésite pas. Non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Oui. En tout cas, la base, c'est ça. Il y a l'utilisation de Python, bien sûr, de tous les packages qu'on peut avoir pour l'exploration et l'analyse des données. Donc, vous avez une partie dans la data analyse, puisque la data analyse fait partie de la data science. Mais la data science, c'est beaucoup plus vaste et peut-être plus complexe parce que plus exigeant d'un point de vue mathématique. Donc, effectivement, si vous voulez aller plus loin, en fait, et mettre un pied dans l'IA, effectivement, je vous recommande la data science sans problème. Voilà. C'est la pierre angulaire de tout projet d'IA. Et donc, ça fait parfaitement transition avec la formation qu'on propose, dont je vous parlais au tout début du talk. Donc, ça peut intéresser certains d'entre vous, et notamment les personnes qui sont en ligne, qui ne nous connaissent pas. Pour reprendre un petit peu la présentation de DataBird, organisme de formation, on propose des formations dédiées au métier de la data. Avant, on faisait que data analyst, c'est ce que tu as connu. Aujourd'hui, on fait data analyst, data scientist et analytics engineer. Donc, on a
vraiment cette formation qui est là pour développer toutes les compétences que tu as citées notamment. Dommage qu'elle n'existait pas à l'époque où tu en avais besoin. Mais en tout cas, voilà, on la propose et je vous laisserai juste aller voir pour celles et ceux qui sont intéressés d'aller plus loin sur ces sujets de data science, toutes les informations qui sont directement sur notre site internet. Et je crois que Grace a mis notamment le lien pour y accéder. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. C'était un échange hyper riche. J'espère que ça vous a plu pour les personnes qui étaient présentes sur place et aussi en ligne. Il y a eu beaucoup de questions. Donc, je propose qu'on conclue là. Et puis, moi, je vous dis, de toute façon, rendez-vous dans un mois pour le prochain talk avec une autre thématique passionnante, du coup, sur l'univers de la data. Merci en tout cas beaucoup, Baptiste. Merci beaucoup. Bonne soirée.